Le processus électoral est en marche et dans moins d'une semaine, la mise à jour exceptionnelle du fichier électoral sera effective sur toute l'étendue du territoire national. La commission électorale indépendante se veut rassurante à Ouagadougou. Et pendant ce temps, en Turquie, le chef du gouvernement lui invite les amis du Burkina à s'investir dans la bonne marche de ce processus électoral. Avec à la tête d'une délégation le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, il faut rassurer les investisseurs potentiels qui seront incités donc à injecter des sous dans l'organisation des élections de 2015 au Burkina. Bonjour à tous et merci de suivre cette session d'information sur la télévision du Burkina. Mais avant, retour sur le dialogue direct entre le président du Faso et les organisations de la société civile hier à Ouagadougou. Des interpellations ont été faites au président sur des questions d'actualité, mais aussi sur des dossiers comme celui de Norbert Zongo, de Thomas Sankara ou encore celui des martyrs d'octobre dernier. Le point avec Simon Gongo. Les composants de la société civile s'adressent au président du Faso. Les 8 présents dans cette salle passent tour à tour présenter des requêtes liées à leur domaine. Les femmes, les jeunes ici, des organisations de défense des droits de l'homme. Nous, organisations des droits de l'homme, de mouvements spécifiques comme le Balai citoyen dont je suis le représentant, exigeons la fin de l'impunité, ce qui passe par une justice pour nos martyrs, pour Norbert Zongo, pour Thomas Sankara, pour Dabo Boukari et tous les autres. Le président du Faso répond. Selon lui, le dossier Norbert Zongo a été rouvert et de nouveaux juges s'occupent de l'enquête. Le problème des martyrs, nous vous l'avons dit, on n'a pas pu faire cette journée, mais cette journée se fera. Parce qu'il y avait cette histoire de, si vous voulez, concomitance aussi avec la journée Norbert Zongo. Affaire Sankara, nous avons commencé, j'ai bien dit ceci, nous autorisons qu'on fasse les investigations. La famille et nous sommes maintenant d'accord sur les modalités de commencer les travaux. Je peux vous le certifier. D'autres points, comme par exemple les femmes qui veulent que le quota genre soit relevé à 40% et pris en compte dans les nominations. Dans ces dialogues directs, les organisations de la société civile elles-mêmes ont décidé de faire le ménage en leur sein. Je pense qu'effectivement, il y a un travail d'assainissement à faire, de sorte à créer une démarcation nette entre le rôle de la société civile et l'action politique. Cela ne veut pas dire que les organisations de la société civile ne doivent pas se prononcer sur des questions politiques. Mais quand vous vous comportez en acteur politique qui va vers la conquête et la gestion du pouvoir politique, ça devient autre chose. Pour le président Kafando, cette rencontre a permis d'écouter, mais aussi de prendre en compte les propositions de la société civile. Si l'État a un dialogue permanent avec la société civile, il va sans dire que beaucoup de nos questions pourront être évacuées avant d'en arriver à des confrontations. Et dans la phase transitoire que nous vivons, c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer. La transition a besoin d'échanger avec tout le monde. La transition a besoin de recommandations, de conseils. La transition a besoin que la société adhère au programme qu'il s'est donné. Les organisations de la société civile, à leur tour, s'engagent à s'impliquer davantage dans le développement et demandent soutien à l'État. La transition en cours a également fait objet d'échanges toujours entre le président du Faso, Michel Kafando, et des institutions. C'était hier, en début de soirée. La délégation de l'UNESCO, de la CENSAD et de la fondation allemande Hans Seidel ont tous donc été reçus à Kosiam. La synthèse de ces audiences avec Ernest Cambiré. L'UNESCO, la CENSAD, la fondation allemande Hans Seidel sont les 3 organisations internationales dont les envoyés sont reçus ici au palais de Kosiam par le président du Faso. Sujet abordé au cours de cette audience, la réussite, la transition par l'instauration d'un débat entre les acteurs impliqués dans le processus. À l'UNESCO, bien entendu, notre rôle est de renforcer les capacités de tous les segments de la société dans un contexte donc de démocratie, de construction de démocratie, et nous sommes là dans ce contexte-là. Le représentant de la CENSAD
a quant à lui mis à profit l'entretien avec le président du Faso pour féliciter l'exécutif de la transition et lui exprimer le soutien de la communauté pour que la transition se déroule au mieux et que les conditions optimales soient créées pour la réussite des élections démocratiques, libres et transparentes envisagées. Nous avons également mis à profit cette audience pour rendre compte au chef de l'État, qui est membre de la conférence des chefs d'État de la SENSAD, des activités que réalise le secrétaire général de la SENSAD en application d'instructions reçues de la conférence des chefs d'État et du président en exercice de la SENSAD, Idriss Déby Itno. Et ces prescriptions, ces instructions portent sur la redynamisation de la SENSAD à travers un traité révisé qui a été adopté par les chefs d'État à N'Djamena, traité révisé qui est en phase de ratification. Nous avons à cette date 8 ratifications, 8 États dont le Burkina Faso qui a ratifié, et très bientôt, donc à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, les 24 chefs d'État de la SENSAD vont se retrouver au Maroc pour le sommet de la refondation, de la renaissance de la SENSAD. Au Burkina, comme un peu partout ailleurs, la fondation allemande Anseldel travaille au renforcement de l'éducation civique et à l'état de droit. Et après les événements des 30 et 31 octobre 2014, le renforcement des capacités des acteurs burkinabés pour une transition paisible était devenu une nécessité pour la fondation qui a décidé d'apporter sa contribution à travers l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacités des acteurs. Et c'est dans ce sens qu'on a pris cette décision de travailler avec toutes les parties prenantes du pays. Et ensemble avec la SENSAD, on a initié, à très court terme, il faut le dire, on a initié cet atelier qui compte justement à ouvrir un débat entre tous les partis, entre le gouvernement, entre les juristes, entre les citoyens, entre la société civile, entre les militaires, etc., etc., etc. Réussir la transition démocratique au Burkina, c'est autour de ce thème que les acteurs burkinabés ont débuté les travaux de la rencontre ce mardi 24 février en présence du président du Faso, Michel Kafando. Et on en vient à la conférence de presse organisée par la CENI hier à Ouagadougou. Maître Barthélémy Kéré s'est voulu rassurant quant au processus électoral en cours. Il a du reste annoncé l'effectivité du démarrage de la mise à jour du fichier électoral prévu pour le 3 mars prochain. Frédéric Étienne Bassenga pour le compte-rendu. Quartier général technique de la Commission électorale nationale indépendante, CIS à Ouaga 2000. Ici, les techniciens de la CENI s'activent pour la prochaine opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Ici, nous mettons les machines aux paramètres d'usine. Après ça, nous installons la solution qui nous permet de procéder à l'enrôlement des électeurs. Pour ce premier acte du processus électoral qui aura lieu du 3 mars au 18 mai prochain, les techniciens de la CENI n'ont pas de doute, ils seront au rendez-vous. Nous ne sommes pas inquiets pour le calendrier parce que nous avions environ 2700 kits à traiter et à ce stade, nous avons fini 2335. Alors, donc, ce qui veut dire qu'il nous reste environ 400 kits à traiter. Alors, nous sommes encore au 24, donc il faut vous dire qu'il n'y a pas de problème. Ici, tout sera prêt. C'est justement l'information que Barthélémy Kéré a livrée aux hommes de médias à cette conférence de presse. La CENI sera prête le jour J pour la mise à jour exceptionnelle du fichier électoral. Et pour la réussite de cette opération, le président de la CENI a également donné les conditions pour être enrôlé. Je tiens à préciser que cette opération de révision exceptionnelle concerne tous les citoyens burkinabés, de même que les étrangers résidant au Burkina Faso depuis 10 ans au moins, qui peuvent justifier d'une profession légalement reconnue et étant à jour leurs obligations fiscales. Mais en plus de ça, ils devront donc être âgés de 18 ans et plus au 31 janvier 2016, c'est-à-dire la date de l'élection municipale. Ils seront donc nés avant le 31 janvier 1998. Nous considérons que ceux qui sont nés en ou vers sont donc concernés. Il ne faut pas qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, ni en 2012, ni en 2014. Pour s'inscrire, ils devront se présenter physiquement devant l'agent recenseur, c'est-à-dire l'OPK, munis de l'une de ces pièces, des pièces suivantes, la CNIB, l'acte de naissance ou le jugement supplétif d'acte de naissance. Le territoire national pour cet enrôlement a été divisé en 6 zones. 7 jours, c'est le temps dont disposent les équipes d'opérateurs des kits pour enrôler les potentiels électeurs de chaque zone.
Le président de la CENI a par ailleurs appelé toutes les parties prenantes à se mettre en phase avec les objectifs prioritaires de la transition, l'organisation d'élections inclusives, apaisées et crédibles. Qui dit élection dit forcément fonds, et c'est ce qu'est allé chercher la délégation burkinabé en Turquie. Conduite par le chef du gouvernement, les experts sont allés convaincre la Grande Assemblée nationale turque de combler le manque d'argent nécessaire au bon déroulement des échéances électorales. Un vide qui s'élève aujourd'hui à 35 milliards de francs CFA. En contrepartie, les investisseurs peuvent s'assurer du climat propice pour développer leurs futurs projets au Burkina. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Karim Patrick Namouano. Ankara, à 1000 lieues de Ouagadougou, le Premier ministre foule le sol turc avec pour objectif relancer et consolider le partenariat embryonnaire entre le Burkina Faso et la Turquie. Les relations diplomatiques ont été renforcées par l'installation d'ambassades en 2013 et 2014. Cette année, les autorités de la transition ont le regard tourné vers l'organisation d'élections en 2015. Des milliards sont nécessaires pour leur effectivité. L'État burkinabé jouera sa partition, mais appelle la Grande Assemblée nationale de la Turquie à la rescousse. Le budget de ces élections a été déjà élaboré et qui table sur un budget d'environ 60 milliards de francs CFA. Avec l'apport du gouvernement burkinabé qui remonte à 25 milliards, il ressort un gap de financement de 35 milliards. La représentante des députés turcs a reçu les détails du budget des élections. Elle s'est engagée à les remettre aux autorités turques. De la Grande Assemblée nationale turque à la rencontre d'échange avec les hommes d'affaires, l'opération de charme continue. Les opérateurs économiques dont la majorité connaît le Burkina Faso ont déjà leur centre d'intérêt. L'agriculture, les logements sociaux, l'énergie solaire et les mines. Ils demandent par ailleurs l'allègement des mesures administratives. Bureaucratique. On n'arrive pas à avoir une suite après avoir déposé des demandes, c'est-à-dire l'autorisation de la création de l'entreprise, les visas, comme avoir une garantie de l'État pour vraiment investir, sécuriser les investissements au Burkina. Ils appellent aussi de leur vœu l'engagement de l'État burkinabé à leur côté pour construire un centre commercial turco-burkinabé. D'autres idées seraient en cours de matérialisation. L'État burkinabé s'ouvre aux investisseurs turcs avec à la clé des mesures sécuritaires. Nous avons rassuré ces investisseurs quant à la sécurisation de leurs investissements et aussi quant à la célérité dans le traitement des différents dossiers d'autorisation et de création d'entreprises. Le Premier ministre, durant son séjour, est allé rendre un hommage au père fondateur et le premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Cette visite aux sources de la nouvelle Turquie est un symbole de reconnaissance et d'hommage qu'a voulu témoigner le Premier ministre à un peuple dont l'histoire pourrait être une source d'inspiration aux Burkinabés résolument engagés vers la construction d'un développement solidaire bâti sur la paix, la justice et la fierté nationale. Retour à Ouagadougou pour relancer les activités économiques dans la région des Hauts-Bassins. La volonté affichée du ministre en charge du commerce est partagée par plus d'un opérateur économique de la région. Des propositions ont émané de la rencontre privilégiée entre ces différents acteurs du monde des affaires. Le point avec Moumouni Barou. Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Mais depuis lors, cette cité rencontre d'énormes difficultés dans le milieu des affaires. Et pire, le tissu économique a été sévèrement touché par les événements qu'a traversé le pays les 30 et 31 octobre 2014. De nombreux emplois ont été détruits. En outre, le climat social s'est fortement détérioré dans de nombreuses entreprises, affectant de ce fait leur productivité et leur survie. Et les premières évaluations après cette crise font état de plus de 42 milliards de pertes au niveau des entreprises. Après la crise, certaines entreprises ont été très éprouvées directement. Aujourd'hui, certaines traversent un climat social assez difficile et c'est pour toutes ces questions-là que nous avons souhaité le concours du ministre pour aider à passer ces moments difficiles
parce que si on ne trouve pas de solution, cela peut être source de difficultés, de fermeture d'entreprises et donc de perte d'emploi. Pour le Burkina, ce n'est pas la chose qu'il faut souhaiter. Heureusement, nous avons eu les éléments de réponse qui nous rassurent quant à l'engagement donc des autorités à prendre ces questions vraiment à bras le corps. Le gouvernement de transition, pour sa part, entend poursuivre ses efforts en matière d'amélioration du climat des affaires, d'où cette rencontre pour instaurer un cadre de dialogue franc et constructif. C'était un peu pour apaiser le monde des affaires. C'est un message fort du gouvernement, de son Excellence le Premier ministre, qui s'agissait de faire passer pour rassurer le monde des affaires de Bobo que toutes leurs préoccupations sont prises en compte au niveau du gouvernement et qu'on est en train de travailler à trouver des voies, des solutions. En plus des difficultés conjoncturelles, les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins sont confrontés à d'autres problèmes. La faible décentralisation des pouvoirs décisionnels de certaines administrations obligeant les hommes d'affaires à se rendre fréquemment à Ouagadougou et le faible accès au financement. La page politique de ce journal s'intéresse à la visite rendue par le Parti de la Renaissance nationale au Moro-Naba Bangogo. Il s'est agi pour le parent de présenter sa proposition de loi portant interdiction de l'homosexualité, de l'animalité et de la pédophilie au Burkina. La proposition a été soumise au Conseil national de la transition pour examen. Aruna Marie Dramangene. Le parent. Le Parti de la Renaissance nationale affûte ses armes contre l'homosexualité au Burkina Faso. Reçu ici par le Mogo-Naba Bango, la délégation du parti sollicite l'adhésion du chef coutumier à sa proposition de loi portant interdiction et répression de l'animalité, de l'homosexualité et de la pédophilie au Burkina Faso. Nous avons engagé un certain nombre de plaidoyers et c'est pourquoi nous sommes venus rencontrer Sa Majesté en tant que dépositaire des valeurs culturelles, en tant que gardien de nos traditions. Nous sommes venus demander son soutien, son accompagnement afin que cette proposition de loi aboutisse, soit adoptée à l'Assemblée nationale. À l'issue de l'entretien, nous sommes comblés. Cette disposition fait partie des 3 autres propositions de loi déposées par le parent au Conseil national de la transition. Dans les tout prochains jours, le CNT devra se prononcer sur la loi sur l'homosexualité, a expliqué Taïrou Bari. Dans un tout autre registre, le Conseil extraordinaire des ministres de l'Agence intergouvernementale panafricaine de l'eau et de l'assainissement a entériné la décision du limogeage du président et de son secrétaire exécutif, donc de l'ex-CREPA. Pour gérer cette période, un administrateur provisoire a été nommé. Amandine Lalsaga pour plus de précisions. Théophile Niaï est l'administrateur provisoire de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique. Il a été désigné pour un mandat de 12 mois. Le suivi de sa feuille de route sera assuré par un comité intergouvernemental composé de représentants de 7 pays membres. Ce sont là les principales décisions prises par le Conseil des ministres extraordinaires de la panafricaine de l'eau et de l'assainissement. Les défis sont énormes. Il faut rétablir la confiance avec les bailleurs de fonds, la confiance avec les locaux, avec les partenaires burkinabés, rétablir la confiance avec les États pour pouvoir effectivement relancer la machine. Le Conseil a par ailleurs mis fin aux fonctions du secrétaire exécutif Idrissa Doucouré, contesté par le personnel pendant la crise qui a secoué ces derniers temps l'agence. Basile Antaganakuna du Cameroun a également été déchu de la présidence du Conseil. Une fonction qui sera désormais assurée par le Burkina Faso pour cette période transitoire. Nous allons récupérer ces gens, nous allons les réintégrer. Mais aussi faut-il rassurer ajouter peut-être, nous allons tenter d'éponger les arriérés de salaire et c'est ça à quoi nous allons nous atteler. Les ministres et partenaires techniques et financiers de l'institution se sont offusqués de la gestion de l'agence par l'ancienne équipe dirigeante. Ils exigent que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Un audit financier et organisationnel a d'ailleurs été proposé comme suite à donner.
Il y a aussi des réglages en interne qu'il faut faire. Il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place. C'est aussi à cette équipe-là de faire en sorte que, il y ait plus de transparence, il y ait plus de rigueur, que les audits qui ont été proposés soient faits et que chacun sache maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter encore que des sous qui sont destinés à des populations démunies se retrouvent autre part. Créée en 1988, l'Agence de l'eau et de l'assainissement pour l'Afrique regroupe 36 pays. À la suite de la crise, les bureaux de l'ex-CREPA avaient été fermés. Et pour la reprise des activités, le Conseil souhaite la contribution financière des pays membres et le renouvellement de l'engagement des partenaires techniques et financiers. Tâchons à présent d'en savoir un peu plus sur ce qu'est l'agriculture dite de conservation. La technique culturelle importée des États-Unis permettrait d'améliorer les rendements malgré des conditions climatiques peu favorables. Depuis 2011, 3 villages en font l'expérience ici au Burkina sous l'égide du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide. Les résultats nous sont rapportés par Kadou Romenki. Ce film retrace l'historique de l'agriculture de conservation. Une agriculture qui vise à limiter l'insécurité alimentaire et à réhabiliter les sols tout en tenant compte des aléas climatiques. L'agriculture de conservation se définit comme une technique culturelle fondée sur 3 principes de base. La couverture permanente du sol qui permet de conserver l'humidité, le travail minimal du sol qui implique moins de labour, donc moins de travail aux producteurs, et le système de rotation et d'association de cultures. Une technique culturelle qui fait ses preuves depuis 2011 dans les villages de Koumbia, Sindri et Yilou. Quand j'ai commencé à faire le paillage, j'ai vu que j'ai beaucoup de rendement. Puisque je peux avoir 5 charrettes par année. Mais ça ne vaut pas 1 hectare. Il y a la fertilité des sols et aussi il y a le meilleur rendement. Pour cultiver aussi, c'est facile à cultiver. Donc ça ne fatigue pas beaucoup. Avec ces conseils, on arrive à étendre maintenant la paille, les réduire maintenant sur des parcelles d'essai. Ça renforce maintenant l'humidité. Après les pluies, seulement le ruissellement d'eau, ça calme l'eau pour ne pas amener la bonne terre sur la parcelle. Même les fines pluies, maintenant, si vous semez, il y a de bonnes germinations. Des témoignages qui font la joie des partenaires du projet. C'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a des exploitants qui ont mis en pratique cette activité d'agriculture de conservation. Et en fonction des témoignages qui ont été donnés dans la salle, pour nous, ça veut dire que nous avons réalisé quelque chose. Mais une difficulté demeure cependant. C'est la contrainte liée à la conservation de la biomasse eu égard au feu de brousse et à la divagation des animaux. Des opportunités se sont dégagées lors de la 2e édition de la foire agro-silvopastorale de la région du Centre. L'Association pour le développement du monde rural initiatrice a mis l'accent sur la production agricole en zone périurbaine telle comme Silga, où c'est du reste tenu cette 2e édition. Jérôme Tiendrobego et Estelle Judith Sogba. Ils étaient 42 exposants à se partager 27 charrettes, 57 brouettes, 10 charrues, des accessoires, des pioches, des pelles et bien d'autres outils de production dans 6 filières de compétition, à savoir le lait, le maraîchage, l'élevage, le riz, les niébés et l'artisanat. La multiplicité et la diversité des prix mis en jeu pour cette 2e édition de la foire agro-silvopastorale de la région du Centre tient du redimensionnement de cette rencontre entre acteurs du monde rural. C'était d'abord une foire communale. Finalement, nous avons touché toute la région, ça veut dire les 6 communes. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont venus de 3 régions, la région du Nord, la région du Sud-Ouest et puis la région du Sahel. Il y a eu de grandes communications, 6 communications au total, et les gens ont vraiment participé. Effectivement, pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous espérons qu'en 2016, on aura plus d'adhésion. Sincèrement, je serai la première même à inscrire mon nom pour cette fois, parce que c'était bien organisé. Vraiment, il y avait de l'ambiance et que chacun aussi a montré son savoir-faire et que c'est encourageant. Et que aussi,
Et on a tissé aussi des relations entre les acteurs eux-mêmes. Les bienfaits de la foire agro-silvopastorale de la région du centre pour le monde rural ne sont donc plus à démontrer. C'est pourquoi elle bénéficie d'un engouement grandissant de l'accompagnement de personnalités. La promotion des filières agro-silvopastorales constitue une option de la politique nationale de Burkina. Et je pense qu'il convient de soutenir vraiment cette politique-là à travers des foires comme ça qui sont des cadres d'échange d'expériences, de renforcement des capacités des producteurs et surtout de promotion des produits du terroir. Les 18 meilleurs exposants ont reçu chacun 25 000 francs CFA et un sac de riz de ce fils de la région qui ne cesse de magnifier l'œuvre de l'Association pour le développement du monde rural ADMR. Nous apprécions toujours les organisateurs parce qu'il faut avoir des vrais initiateurs pour accompagner les paysans. Sans ça, c'est très difficile. Et nous demandons à tous ceux qui ont participé à cette foire de non pas se mobiliser pour l'année prochaine. On va essayer de voir avec nos partenaires qui sont dans les pays voisins s'ils peuvent vraiment nous appuyer financièrement et matériellement pour quand même accompagner nos parents qui peuvent émerger toujours. Émerger toujours comme la courbe de participation de cette foire passée de 34 stands en 2014 à 78 en 2015 et qui espère encore plus en 2016. Et puis, cette actualité sportive, Gernot Rohr est le nouvel entraîneur des étalons en remplacement de Paul But. Le technicien franco-allemand a été préféré par la Fédération burkinabé de football aux Serbes Rajevac et au Nigérian Keshi. En attendant d'être officiellement présenté au public burkinabé, Jérôme Tiedre-Bergo nous dit qui est l'homme dans ce portrait. À bientôt 62 ans, le technicien franco-allemand prend les commandes de l'encadrement technique des étalons. Joueur et défenseur de profil, Gernot Rohr a usé ses crampons notamment au Bayern de Munich de 1972 à 1974 et chez les Girondins de Bordeaux de 1977 à 1989. Reconverti entraîneur en 1990, il tient Bordeaux, US Créteil, OGC Nice, Ajaccio et FC Nantes en France, mais aussi Young Boys en Suisse. Son expérience du football africain commence en 2008 avec l'Étoile du Sahel en Tunisie. En février 2010, Gernot Rohr prend une autre dimension en se lançant dans l'encadrement d'équipe nationale avec les Panthères du Gabon qu'il conduit en quart de finale de la CAN 2012. Il reste en poste jusqu'à la fin de son contrat le 29 février de la même année. 7 mois d'hibernation et il réapparaît le 5 septembre au poste de sélectionneur du Niger. En octobre 2014, il quitte le MENA pour cause de mauvais résultats. Gernot Rohr a séjourné 48 heures dans la capitale burkinabé les lundis et mardis derniers. Rohr est donc parti pour mieux revenir. Que nous disent les quotidiens nationaux en ce mercredi 25 février? Eh bien, c'est le moment de la revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. La rencontre État et OSCE, organisation de la société civile, fait le chou gras de la presse dans sa majorité. Les questions relatives aux martyrs, aux femmes, aux boissons périmées, au régime de sécurité présidentielle, au financement des OSCE sont entre autres abordées par les quotidiens. Pour le quotidien d'État citoyen, les OSCE attendent des solutions miracles du gouvernement. Ces OSCE vivent des aides partenariales et attendent que le gouvernement et le contribuable mettent la main dans la poche. Or, le gouvernement a déjà beaucoup d'autres priorités, analyse le journal. Le quotidien Notre Temps s'interroge plutôt sur la crédibilité de certaines OSCE. Qui donc finance ces activités politisées de ces OSCE? Le journal fait une analyse selon laquelle les OSCE doivent plutôt se contenter de sensibiliser et d'éduquer le peuple et de soutenir la transition, au lieu d'avoir une double casquette de représentants d'OSCE et en même temps d'acteurs politiques, nourrissant surtout des ambitions pour la conquête du pouvoir d'État. Il faut purger les OSCE, conclut Notre Temps. Selon le journal Le Soir, le président Michel Kafando se réjouit du face-à-face État-OSCE et le cite. Cela est un ferment précieux pour consolider la cohésion nationale, car si l'État a un dialogue permanent avec sa société civile, il va sans dire que beaucoup de situations peuvent être réglées.
Notre confrère revient également sur l'hypothétique cas des boissons périmées et préconise simplement ceci. Revenons à nos Omkom et à nos Bissap, comme pour dire, faisons confiance à nos boissons locales made in Burkina au lieu d'en importer. Un point de vue qui rappelle implicitement et nostalgiquement ce slogan révolutionnaire. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Sur ces produits périmés, Michel Kafando hausse le ton, souligne le quotidien qui reprend les termes du président. Un mandat d'arrêt sera délivré à l'encontre du groupe Obouf s'il ne donne pas de ses nouvelles. Mais où se trouve Obouf? Le quotidien Le Pays tente de répondre à la question à travers les propos du président Kafando. Il paraît que le responsable de la société est en déplacement. Mais si d'ici là, s'il n'est pas de retour, un mandat d'arrêt sera lancé contre lui. Le RSP, régime de sécurité présidentielle, s'est aussi invité dans les échanges entre État et OSC. Pour Jonas Ien, président du Conseil national des OSC, le RSP doit changer de mission, de dénomination et de localisation. Le président Kafando rassure. Ce corps d'élite est conscient qu'on lui trouve une solution définitive, rapporte le quotidien. Parlons à présent statistiques ou chiffres à travers la biométrie. 7 milliards de francs CFA pour 3,4 millions de nouveaux électeurs, mentionne l'Observateur. Et les éditions Le Pays d'ajouter que la cérémonie officielle de lancement de l'opérationnalisation de la révision du fichier électoral est prévue pour le 3 mars prochain à Kaya. Pendant ce temps, le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, dans le journal Le Quotidien, se satisfait du niveau de préparation. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.